Eh bien, nous commençons, et à l'heure militaire, je salue, puisque nous la voyons sur l'écran, Irène Weiss de la région Grand Est. Très chers amis, c'est un grand plaisir pour toute l'équipe du forum InCyberFIC de vous accueillir ce matin. Vous êtes nombreux en ligne, puisque je crois qu'on est presque 350 inscrits en ligne. Tous ceux qui sont ici avec nous au forum, au campus, sont également les bienvenus. Nous avons dû braver la tempête puisque nous avons un peu de neige sur Paris et je dois dire que quand on regarde les informations, ça doit faire rire les Canadiens. Enfin bon, tout ça pour vous dire que c'est une belle journée qui s'ouvre aujourd'hui et il est temps pour moi encore de vous présenter au nom de toute l'équipe des vœux très choisis, très chaleureux et notamment des vœux très ciblés sur la cybersécurité, en espérant que pour vous, cette année 2024 se passera sans difficulté. Alors, nous allons aborder un sujet tout à fait passionnant. Je me souviens, et d'ailleurs, Michel est un des pionniers de l'ANSSI, un des tout premiers à avoir servi dans cette noble institution. En 2008-2009, quand on a créé l'ANSSI, on avait une vision plutôt macro, c'est-à-dire quels sont les grands enjeux cyber de la nation. Et puis en 2011, il y a une stratégie de la cybersécurité avec François Fillon. C'était peu de temps après l'attaque de l'Élysée et de Bercy au moment du G8 et du G20. En 2013, il y a eu la loi de programmation militaire. À ce moment-là, on a parlé des opérateurs d'importance vitale, ceux qui pourraient faire chuter toute la nation en cas de cyberattaque. Et puis en 2015, nous avons eu la stratégie pour le numérique, un peu plus large que la stratégie pour la cybersécurité. Et puis 2016, la première directive Nice, la Nice, sur les opérateurs de services essentiels. Et finalement, on se disait, bon, qui est protégé? Qui intéresse l'écosystème cybersécurité, essentiellement national à l'époque? Évidemment, à chaque fois qu'on parlait de petites entreprises, quand on parlait de collectivités territoriales, les autorités centrales nous disaient, écoutez, oui, c'est très important, mais on a déjà beaucoup de travail avec les grandes institutions, on verra plus tard. Et le plus tard est arrivé avec la crise Covid. Parce que la crise Covid, elle a montré la vulnérabilité de tout notre écosystème. Elle a montré que les collectivités territoriales, les services publics locaux, les établissements publics, que les entreprises, les petites et moyennes entreprises, à cause notamment du télétravail, et aussi parce qu'elles étaient dans la supply chain, eh bien, étaient attaquées, cyberattaquées. D'où cette prise de conscience, il faut peut-être qu'on descende dans la granularité, il faut peut-être qu'on aille un peu plus loin. Je me souviens au FIC d'un atelier, c'était PME, ETI, les grandes oubliées de la cybersécurité. Et ça, c'était prémonitoire. Et donc, pendant cette crise Covid, il y a eu cette idée de relancer l'économie française, et notamment de relancer avec le programme sur les CSIRT, qui a permis de développer, dans pas toutes les régions, mais un certain nombre de régions, des centres de cybersécurité. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est tout à fait intéressant parce qu'on a maintenant un peu de recul et on va pouvoir s'interroger sur justement cette granularité. On a choisi la région, est-ce que c'est le bon échelon? Comment s'articule ces CSIRT avec cybermalveillance, avec l'ANSSI? Bref, et avec l'écosystème local, est-ce que on a une vision plus verticale de la cybersécurité, c'est-à-dire une vision qui part de Paris, qui arrive jusqu'aux régions et peut-être en dessous, ou une vision plus horizontale de la cybersécurité, qui considère qu'il s'agit de fédérer tous les acteurs qui, au sein d'une même région, d'un même espace, eh bien, contribuent à la cybersécurité. J'ai trop parlé. Je vais laisser maintenant la parole à Philippe Martin, qui va animer cette table ronde ce matin, ce petit déjeuner InCyber. Et je vous remercie encore de votre fidélité à notre média, notre manifestation. Et je signale quand même que notre média InCyber, suivi régulièrement par beaucoup d'entre vous, est complètement à l'ordre du jour puisqu'il publie aujourd'hui une tribune d'Irène Weiss que nous voyons ici à l'écran. Je vais vous dire si on est en parfaite cohérence éditoriale. Voilà, cher Philippe Martin, je vous laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Bravo à ceux qui ont bravé les intempéries. Très relative, hein. Moi, j'arrive de Lille. Je peux vous dire, il y a 15 cm de neige, c'est déjà un peu plus solide. Et puis bonjour à tous ceux qui nous accompagnent en ligne. Alors moi, je suis Philippe Martin, je suis directeur de la revue Région Magazine, qui n'est pas du tout une revue spécialisée dans la cybersécurité. Donc c'est logique qu'on fasse appel à moi pour ce débat. J'ai deux petites remarques à faire en préambule. D'abord, le titre, c'est les CSIRT régionaux à la croisée des chemins. Quand j'ai préparé avec les intervenants, j'ai eu droit au CSIRT, au CSIRT, au CIRTS, au CIRTS. Et je veux dire que nous, dans les régions, la région magazine, j'ai l'habitude d'avoir des sigles vraiment pourris. Hein. On a le SRADET, le SR2-2I, le SRECI, des trucs qu'on connaît même pas. Mais le SRITS, en imprononçable, c'est quand même particulièrement gratiné. Donc j'ai réfléchi un peu, je me suis dit on pourrait finir par un brainstorming et trouver un nouveau mot. Moi, j'avais trouvé centre régional comment j'avais écrit ça, centre régional d'action contre la cybersécurité, la cyberdélinquance. Ce qui me paraît bien, mais ça fait crack. C'est un peu connoté crack. Donc j'ai renoncé, peut-être que vous aurez de meilleures idées. Et ensuite, une information qui concerne Région Magazine. Donc, on prépare pour le mois de mars un dossier sur la cybersécurité en région, où on présentera dans chaque région des exemples de cyberattaques récentes, les réponses qui ont été faites, et surtout ce que les régions ont mis en place à travers les campus, etc., les cybercampus, dans chacune des régions. Et ce dossier fera l'objet d'un numéro spécial qui sera distribué sur l'ancien FIC, donc le Forum InCyber, les 26, 27, 28 mars, à Lille. J'en suis ravi parce que c'est le seul reportage que je peux faire à pied. Voilà, c'était la minute d'autopromotion. Elle s'arrête immédiatement. Donc, je vais vous présenter Chloé Chabanol, chef de division à la sous-direction des opérations à l'ANSSI. Si je dis une bêtise, vous me reprenez. Guillaume Chéreau, donc, qui est directeur de Brace Cyber. Alors, dès qu'il y a un truc breton, il y a Brest dedans, hein, vous avez remarqué. Donc là, c'est breton, donc c'est Brace Cyber, mais c'est quand même de la cybersécurité. Michel de Benedetti, donc lui, il est consultant stratégique en cybersécurité. Et comme on l'a rappelé avant moi, il a été directeur général adjoint de l'ANSSI. Damien Asco, lui, est responsable du CSIRT, on va dire, en région sud, chez Urgence Cyber. Et nous avons donc en ligne Irène Weiss, qui, elle, est élue de la région Grand Est, conseillère régionale déléguée à la sécurité, je pense. Et on doit avoir quelque part Christophe Appietto, je ne sais pas s'il est là, qui, lui, s'occupe de Cyber Corsica. Donc là, il n'y a pas Brest, il y a Corsica à chaque fois, de la création d'un CSIRT qui devrait être porté sur les fonds baptismaux dans les jours et les semaines qui viennent, en tout cas d'ici le mois de mars. D'ici à ce que notre dossier sorte, il existera. Je ne sais pas s'il m'entend, s'il est présent. Il était là tout à l'heure, mais peut-être qu'il va nous rejoindre en cours de route. Je ne pense pas que ce soit les intempéries en Corse qui l'aient bloqué, donc tant mieux. Alors, moi, j'ai essayé de serrer un peu les différents thèmes. Il faudrait qu'on parle de l'origine, du rôle des CSIRT, leur fonction actuelle, leur avenir et leur pérennité économique. Et pour commencer donc sur l'origine et les rôles des CSIRT, je voudrais donner la parole d'abord à Guillaume Chéreau, parce qu'il m'a dit quand on préparait le débat qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont c'était libellé, le débat, qu'il avait même failli ne pas venir, parce qu'il nous aurait quand même privé de la présence bretonne, alors que c'est un écosystème particulièrement puissant, on le sait. Donc je voudrais qu'il explique pourquoi il n'était pas d'accord et comment on peut rectifier le tir tout de suite. Très bien, merci. Merci de me donner la parole. Alors, effectivement, je me reconnais pas, et je pense d'ailleurs, enfin, je laisserai également mes homologues éventuellement compléter. Je pense qu'on se reconnaît pas très collectivement dans la présentation qui a été faite, mais du coup, c'est l'occasion peut-être justement de vous nous donner la parole. Donc, on vous remercie pour ça, et donc on va pouvoir s'exprimer. Concrètement, on est un projet de l'ANSSI, donc Chloé Chabanol, ici présente, pourra peut-être refaire l'historique, mais nous, on est un centre de réponse aux incidents cyber, enfin, on est un CERT, dont la mission principale donc est d'accompagner les victimes, collectivités locales, les fameux oubliés dont le général parlait, ETI, PME, dans nos territoires, en cas de cyberattaque. Et ça, c'est notre mission principale. Et puis surtout, elle est définie par une convention qu'on a tous signée avec l'ANSSI, qui était assujettie au fait que chaque région était dotée d'1 million d'euros. Donc, on est quand même très très similaire entre les régions. Et puis, effectivement, il était fait mention que certains centres étaient plus orientés vers l'animation et d'autres vers la réponse à incident. Et de notre point de vue, c'est pas le cas. On fait de la réponse à incident, c'est notre cœur de métier. Après, effectivement, donc ça, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. Moi, je pense que
Ce qu'on a beaucoup en commun, c'est nos PME, nos collectivités dans toutes les régions, ils sont au même niveau de sécurité, c'est-à-dire pas suffisant. Et donc là, de ce point de vue-là, je pense qu'on est vraiment sur un pied d'égalité. Effectivement, peut-être la différence qu'il y a, c'est le point de départ parce que évidemment, pour aider et accompagner ces victimes, il faut avoir un écosystème cyber local qui puisse être mis en relation avec ces victimes. Et c'est là où, évidemment, on n'est pas forcément sur un pied d'égalité, puisqu'en fonction des régions, je donnais l'exemple un peu, si on prend un peu un cas extrême, c'est celui de l'Île-de-France, qui concentre un nombre de moyens d'entreprises spécialisées en cybersécurité qui n'a pas d'égal par rapport aux autres régions. Et donc, du coup, effectivement, et c'est d'ailleurs dans la convention, une autre facette du travail des CSIRT, c'est justement d'animer, alors dans certains cas structurés s'il n'existe pas, l'écosystème cyber de ceux qui vont accompagner ceux qui sont victimes. Mais néanmoins, notre mission première, et on l'a fait tous, et je pense que c'est vraiment notre ADN, c'est d'accompagner les victimes, voilà, qu'ils soient collectivités, entreprises. On reviendra plus en détail après sur les missions. Moi, je voudrais donner la parole à Michel Benedetti. Il était, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'origine, en tant qu'ancien directeur de l'ANSSI, de tout ce système. Et en tant qu'ancien officier de marine, c'est ça, je dis pas de bêtises, il nous a concocté un tableau extrêmement rigoureux des différentes missions de tous les CSIRT français. C'est tellement grand qu'il rentrerait pas dans l'écran, donc on l'a pas publié, mais c'est très intéressant et très complet. Est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu, en moins de 20 minutes, sur les origines et ce que c'est devenu par rapport à ce qui était l'idée du législateur ou des gens qui ont créé l'ANSSI au départ? Oui, si on remonte à la préhistoire à laquelle j'appartiens, effectivement, on a commencé par organiser tout court même le dispositif français de cybersécurité, en commençant par la tête. Et donc, le livre blanc sur la défense et la sécurité de 2008 a prévu de créer une agence, Autorité nationale de cybersécurité. C'est l'ANSSI qui a été créée en juillet 2009. Bon, mais on savait très bien que notre problème, c'était qu'on pouvait traiter les grands ministères, les grandes sociétés. Avec Patrick Paillot, le fondateur de l'ANSSI, on avait fait le tour des patrons du CAC 40 à l'époque. Voilà, c'était ça notre cible prioritaire, parce que c'était eux qui étaient les plus, je dirais, les plus vitaux pour l'économie, la stabilité du pays. Mais on avait réfléchi dès les années 2000 à une diffusion au plus près de tous ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire des citoyens, des petites entreprises. Et le livre blanc de 2008 avait aussi prévu des observatoires zonaux de la sécurité des systèmes d'information, armés par le ministère de l'Intérieur, et qui étaient chargés de faire le relais entre la population et l'ANSSI. Bon, avec le temps, on s'est aperçu que tout ça ne fonctionnait pas. Et donc, il y a eu successivement la création de cybermalveillance, qui est un dispositif qui vise une population un petit peu moins, je dirais, stratégique, mais beaucoup plus importante que jusqu'aux citoyens. Et puis, on a créé les délégués territoriaux de l'ANSSI, c'est-à-dire l'ANSSI a eu ses propres relais dans des régions. Mais je rappelle qu'une région, il y en a 13 en métropole. Ça représente quelques millions de personnes et quelques centaines de milliers d'entreprises et d'associations, enfin, voire encore plus que ça. Et donc, le travail est immense. Alors, si on revient maintenant au modèle des CSIRT tel qu'on le voit. Nous, ce qu'on avait dit, il nous faut un relais territorial pour deux choses. Il nous faut un relais territorial d'abord pour expliquer au maximum de gens ce qu'est la cybersécurité, quelles sont les menaces. Il faut passer rapidement sur les menaces, mais surtout quels sont les moyens de parer ces menaces. Et éventuellement, en cas d'incident, comment faire, etc. C'était notre idée. Deuxième volet important pour ce relais territorial, c'était de faire remonter aux instances parisiennes, l'ANSSI et maintenant cybermalveillance, tous les défauts que leurs outils, leur site internet, leurs guides présentent pour que le français patron de PME ou DSI de petites boîtes ou le responsable d'une association trouve des choses qui soient à sa portée et qui soient compréhensibles par lui, parce que les papiers de l'ANSSI ne sont compréhensibles en gros que par des gens qui sont déjà très forts en informatique, voire en cybersécurité. Alors on a fait, enfin le dispositif français a fait énormément
énormément de progrès. Moi, je poserai une question sur les CICERT. Voilà. Est-ce que les CICERT, c'est ce relais, les CICERT territoriaux, on va appeler CERT, parce que CERT, c'est le langage, c'est le terme maintenant tout à fait international avec CICERT, mais c'est le centre de réponse aux incidents. Alors, ce nom est pour moi très mal choisi parce que ce centre de réponse, d'après les textes internationaux, il doit aussi faire de la sensibilisation, de la formation, il peut faire beaucoup de choses. Voilà. Et la question, c'est quel est l'équilibre entre la réponse aux incidents, qui est la mission qui semble être confiée aux CICERT par cette convention, mais cette convention n'étant pas publique, on ne sait pas ce qui est écrit. Quel équilibre entre la réponse à incidents et la prévention des incidents? Je crois que la prévention doit garder une importance énorme parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Merci. Moi, je voudrais aussi comprendre un peu mieux l'architecture entre l'ANSSI, les CICERT, les CERT. Donc, Chabanol, peut-être que vous pouvez nous expliquer ça, puisque vous représentez l'ANSSI et donc le sommet de la pyramide, si j'ose dire. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et aussi excellente année 2024. Peut-être pour reprendre aussi un petit peu au démarrage de ce projet de soutien au développement des CERT, CICERT en région. Effectivement, l'objectif, et on l'avait un peu résumé à l'époque par une phrase assez simple, il faut que tout le monde en France ait accès à un CICERT ou un CERT, c'est-à-dire une équipe, une structure qui va être capable de délivrer des services dits opérationnels en matière de cybersécurité. Ces services sont de 5 natures. Il y a effectivement la sensibilisation, la formation, il y a tous les services de prévention. Et par prévention, là, on va notamment parler de la gestion et des alertes sur les vulnérabilités. Les services d'audit pour permettre de monter en sécurité. Il va y avoir les services de détection et puis des services de réponse à incidents. L'objectif, effectivement, c'était d'agir pour tous les grands oubliés qui n'ont pas les moyens d'avoir une équipe en propre de cybersécurité. Enfin, ça demande un investissement certain sur le plan financier et sans retour sur investissement direct. Et donc, l'idée, c'est que ces grands oubliés, c'est-à-dire plutôt les PME, les ETI, les collectivités territoriales, puissent s'adresser à une entité qui, elle, va pouvoir les accompagner. Et le focus, au départ, effectivement, a été mis dans la convention, hein, qui n'est pas secrète. Mais l'idée, c'est de dire, il faut qu'en France, tout le monde puisse avoir accès à un service de réponse à incident qui soit gratuit et donc, ensuite, est connu de tous. Le gros du projet aujourd'hui, c'est aussi de faire en sorte que ces PME, ces ETI connaissent leurs droits et devoirs. Et ça, c'est un gros défi et un gros défi de notoriété aussi pour ces CICERT en région. Comment ça s'articule avec l'ANSSI maintenant et pour répondre à cette question? Donc nous, on a accompagné depuis près de 3 ans maintenant sur un plan méthodologique, sur un plan capacitaire, la montée, la structuration de ces projets. Et je pense qu'on a ici 2 représentants qui pourront aussi en parler et avec leur point de vue et leur prisme. L'idée, justement, c'est de faire en sorte que, malgré ce qu'on peut dire, ils se ressemblent sur un certain aspect. Et ce sont tous des CERT. Et ils ont tous, comme premier service déjà, la capacité à apporter de la réponse à incident. Ensuite, en fonction de l'état d'avancement de leur projet, de l'écosystème privé qui est autour d'eux, ils vont développer un certain nombre d'autres services, et notamment en matière de prévention. Et là, je pense que Guillaume pourra largement élaborer sur ce sujet. Ils s'articulent comment avec nous? C'est qu'en fait, régulièrement, on a des synchronisations opérationnelles, c'est-à-dire qu'on va faire le point en bilatéral, donc l'ANSSI avec tour à tour chacun des CICERT régionaux, on fait un point pour dire quelle est la situation chez vous en matière d'incidentologie, qu'est-ce que éventuellement, sur quoi vous auriez besoin d'un appui, qu'est-ce que nous, côté ANSSI, éventuellement on peut délester, parce qu'encore une fois, l'ANSSI ne peut pas être partout. La réponse à incident, hein, c'est coûteux, il faut des bras, enfin je veux dire, il faut des PAX, il faut des ETP. Et donc nous, au nombre qu'on est aujourd'hui à l'ANSSI, on est 600, on ne pourra pas être au chevet de toutes les victimes. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir, nous, de notre côté, à l'inverse, demander? On peut aussi demander un appui. Et ça se passe au quotidien. On a aussi des échanges plus de fonds.
régulièrement. Et là, en général, on est réunis tous ensemble, donc Annecy ainsi que l'ensemble des représentants des CICERT en région. Et là, l'idée, c'est de continuer justement à travailler sur la manière dont on va s'articuler, à se projeter. C'est un travail plus doctrinal, si je puis dire. C'est comment on peut travailler toujours plus près ensemble, quelles sont les procédures, comment partager les infos correctement, efficacement. Et typiquement, on a en ce moment un sujet qui nous préoccupe collectivement, qui sont l'arrivée des JOP 2024. L'Annecy comptera effectivement fortement sur les CICERT en région. Juste, vous m'avez dit, vous êtes 600, et vous m'avez dit 280, c'est quoi? C'est le CERT-FR, donc effectivement la sous-direction opération de l'Annecy à laquelle j'appartiens. Son nom public, qui vous parlera peut-être plus, c'est le CERT-FR, c'est-à-dire le CERT national et gouvernemental pour la France. Je vous avais demandé, quand on avait préparé ensemble, pourquoi c'était si long à se mettre en place, et vous m'avez dit que c'était pas long du tout par rapport au travail que ça représentait. C'est colossal. Oui. Ces CICERT, ils sont partis de zéro, ils ont dû tout créer, à la fois sur un plan administratif, j'ai envie de dire, le recrutement, qui est une gageure, faire en sorte de bien connaître l'écosystème local des prestataires, de réponse, d'audit, de prévention, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont rattachés à la région, hein. C'est pour bénéficier des compétences en matière de formation, de développement économique des régions. C'est un énorme projet et moi je trouve qu'au contraire, ils sont allés plutôt vite. Le recrutement, c'est un vrai problème. Je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder parce qu'il y a trop de sujets, mais c'est vrai que c'est bien de créer des postes, mais il faut des gens pour les remplir et les peupler. On va passer à la partie plus concrète, maintenant que l'architecture est un peu posée, sur le fonctionnement des CICERT. Donc là, je vais donner la parole à Damien Asco, à Irène Weiss et à Christophe Apieto qui nous a rejoint. Enfin, je le vois là, oui, il est là. Oui, bonjour. Alors, comment ça marche? Comment en région sud, par exemple, vous décririez l'action de votre CICERT? Comment ça s'inscrit par rapport au campus cyber dans cette région? Et je poserai la même question après à Irène Weiss, qui en tant qu'élue a une vision peut-être un peu différente ou complémentaire. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Au niveau de la région sud, je vais rejoindre un petit peu les propos qu'a tenus Guillaume en début de séance. On travaille principalement sur deux axes, véritablement d'un point de vue terrain. On a l'accompagnement dans l'urgence, donc n'importe quelle entité qui nous sollicite, on va faire de la réponse à incident à leur profit et on va les accompagner au mieux en fonction de leur état. Et on a aussi un gros travail de fond et de terrain également, où on fait beaucoup de prévention, justement, on nous attend là-dessus, de la sensibilisation. On essaye de faire prendre conscience que les incidents arrivent à tous et qu'il faut s'y préparer. Donc plutôt que de l'éviter, autant essayer de l'attendre et de le préparer pour que le jour où cela se passe, cela se passe au mieux et que ça soit entre guillemets anecdotique. Donc on fait un gros travail là-dessus pour essayer justement d'équiper les entreprises, de leur faire prendre conscience des menaces, des risques pour qu'ils changent leur manière de travailler, qu'ils se préparent, qu'ils deviennent résilients. Un gros travail également au niveau des entreprises, ce que nous on appelle les prestataires de services, donc des prestataires informatiques qui ne font pas de réponse à incident, mais qui font de l'accompagnement au niveau des entreprises pour faire des plans de continuité d'activité, pour mettre en place la documentation, pour mettre en place des solutions ou techniques ou organisationnelles, un petit peu tout le spectre. Donc c'est vraiment le cœur de notre action au jour le jour. On fait beaucoup plus de prévention justement parce qu'on s'attache justement à ce côté résilient. Et voilà. Et au niveau du campus cyber, pour l'instant, vous avez dit qu'il était en cours de création. Alors la région sud a déposé justement la candidature, c'est en cours de traitement. Le CICERT est prévu pour justement participer à ce projet. Et bon, pour l'instant, il n'y a encore rien de décidé, mais est-ce qu'a priori vous serez abrité dans le campus ou conserverez une forme d'indépendance? Pas du tout. On garde notre autonomie. On est situé nous à Toulon dans nos locaux et on est prévu d'y rester. Oui. Vous n'avez pas envie de quitter Toulon, quoi, en gros. Ce qu'on comprend, hein. Enfin, Non, c'est pas vraiment ça. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai qu'avec les bâtiments totems, ça sera une manière de créer un maillage efficace au niveau de la région sud. Et donc, ça permet d'avoir, entre guillemets, un lieu, comme on dit, totem, totem. dans le Var. Voilà. Merci. Irène Weiss, je pense que le Grand Est a fait un choix un peu différent avec des développements sur plusieurs pôles. Peut-être une intégration dans le cadre de Grand Est Innov, qui est l'organe dynamisant du Grand Est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se bâtit l'architecture? Puis peut-être nous rappeler que, parce que c'est toujours intéressant, que le 14 février 2020, en soirée, vous avez été frappé directement, non pas par la foudre, mais par une cyberattaque et que ça a peut-être un peu accéléré les choses chez vous.
Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez bien. C'est vrai que j'aimerais bien rebondir un peu avant sur les propos qui ont été tenus, parce qu'effectivement, je pense que la richesse des CECIRT, c'est aussi l'approche différente en fonction des régions et pourquoi le fonctionnement peut différer d'une région à une autre. Moi, j'aime bien, pour expliquer notre approche dans la région, d'imaginer le travail d'un médecin urgentiste adapté à la cybersécurité. Notre premier rôle, c'est que lorsqu'un incident survient, c'est d'avoir une communication directe qui s'établit entre les opérateurs de la région de Grand Est cybersécurité et la partie affectée pour justement évaluer la situation. Est-ce que c'est déjà un problème mineur ou est-ce que c'est un problème un peu plus grave? C'est vrai que la région s'était faite attaquer le 14 février 2020. D'ailleurs, pour le clin d'œil, on a inauguré notre centre d'appel d'urgence le 14 février 2023. Et d'ailleurs, notre CECIRT, on l'appelle Grand Est cybersécurité, justement parce qu'il y a un enjeu derrière de communication au grand public, directement pour les associations, les entreprises, les collectivités, et un sujet vraiment de vulgariser le sujet de la cybersécurité pour qu'il soit adapté à tous et que Grand Est cybersécurité, on puisse l'appeler facilement, le numéro soit connu. Notre objectif, c'est vraiment de fournir rapidement les premières recommandations ou, si nécessaire, également de passer par le relais de prestataires qui sont spécialisés sans perdre de temps justement dans les analyses préliminaires. Et pour nous, en tout cas dans la région, mais je pense que c'est le cas dans tous les CECIRT, c'est que Grand Est cybersécurité se distingue justement par son accompagnement personnalisé dès le premier appel jusqu'à la prise en charge complète de l'incident, y compris lors des démarches administratives comme la déclaration à la CNIL ou le dépôt de plainte, où on a fait notamment un partenariat avec la gendarmerie et la police pour accompagner jusqu'au dépôt de plainte. Le but, c'est de pouvoir répondre à l'urgence le plus rapidement possible. Et la force des CECIRT régionaux, clairement, c'est d'avoir ce côté humain derrière et de pouvoir avoir un expert qui vous accompagne du début jusqu'à la fin, avec cette force forcément régionale qui est de bien connaître le territoire et les acteurs de la cybersécurité. Et un travail qui est fait en étroite collaboration avec le dispositif de développement économique, ce qui nous permet de conseiller au mieux et de faciliter la mise en réseau pour renforcer la cyber-résilience de la région. Je m'explique, on a lancé le centre d'appel d'urgence en même temps qu'on a un plan régional de cybersécurité dans la région. Effectivement, alors oui, on a eu l'attaque en 2020 qui forcément a accéléré notre sécurité interne, je dirais, mais surtout ce qui nous a interpellés, et j'aime bien le rappeler, c'est l'ANSSI qui nous avait donné un chiffre il y a 2 ans qui estimait qu'on avait une entreprise sur 2 qui mettait la clé sous la porte dans les 6 mois quand elle se fait cyberattaquer, et qu'elle a identifié les attaques cyber comme la première menace dans les entreprises, et puis aussi évidemment des collectivités. On a malheureusement de nombreux exemples dans la région, que ce soit des collectivités, un groupement hospitalier, des entreprises qui ont été attaquées, qui ont mis la clé sous la porte ou alors qui ont été en grande difficulté pendant des mois. Et nous pensons que c'est vraiment le rôle de la région, justement, de pouvoir agir à travers différents outils. Notre rôle principal, je dirais, c'est de pouvoir donner les actions qui existent dans la région et de les mutualiser, mais également de pouvoir référencer tous les offres de solutions pour monter en compétence tout l'écosystème de la cybersécurité. Et c'est notamment grâce à ce centre d'appel d'urgence qu'on peut monter en compétence cet écosystème, puisque le but est vraiment d'avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'effectivement, on a parfois un manque de compétences au niveau de la région au niveau de la cyber, pouvoir aider ces entreprises dans la cyber, dans le numérique, mais également pouvoir aider nos collectivités, nos associations, nos entreprises à s'équiper. Et donc, faire en sorte de mettre en lien avec des acteurs locaux pour monter en compétence sur tout cet écosystème. Il faut le rappeler, je suis ravie qu'on ait un représentant de l'ANSSI ici. Il y a vraiment une synergie qui s'est créée
notamment avec l'ANSSI et également avec d'autres entités, pour justement avoir cette clé de réponse aux cyberattaques et ce partage d'informations concernant chaque institution pour simplifier aussi le processus pour les bénéficiaires en mettant toujours l'accent sur l'efficacité. Répondre à tous les appels, c'est vrai que parfois, malheureusement, on sort un peu de notre champ de compétences, mais le but est de pouvoir apporter une réponse à tout le monde et de pouvoir les diriger vers d'autres instances s'il le faut. Je pense que le plus grand défi aujourd'hui pour les CSIRT régionaux, c'est leur visibilité. Et là, je vais enfin répondre à votre question. Bien sûr, je vais être rapide. C'est la question évidemment de la visibilité et donc aussi des campus cyber régionaux. C'est extrêmement important pour les acteurs, pour les experts de la cybersécurité, de promouvoir ces CSIRT régionaux et que chaque site spécialisé propose un lien vers les ressources de chaque acteur. Et dans le cadre du campus cyber, alors c'est vrai que le campus cyber, nous, dans la région Grand Est, il va être, on va le passer en vote lundi, donc c'est tout frais. On va le faire sous forme d'AMI, simplement parce que la région est extrêmement grande, on a plus de 5000 collectivités, avec une particularité d'avoir plus de 92% des collectivités qui sont extrêmement rurales et un écosystème qui est très fracturé. On peut pas se permettre effectivement d'avoir juste un pôle central comme l'exemple du campus national. Et donc, on a décidé de pouvoir le développer en différents pôles dans la région avec des spécificités. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus puisqu'on va lancer les AMI à partir de la semaine prochaine. Mais le but est de pouvoir structurer cet écosystème cyber grâce à ce campus avec différents pôles d'expertise et différents pôles cyber pour ne pas fracturer cet écosystème régional. Clairement, le campus cyber Grand Est, il n'est pas destiné à englober la cybersécurité, dont tout simplement la mission doit rester indépendante. Et surtout, on a forcément cette question de confidentialité pour les bénéficiaires. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir un centre d'appel qui est au milieu du bureau. Voilà, on a cette confidentialité à respecter. Mais je dirais qu'il y a quand même cette synergie puisque, au contraire, le campus doit promouvoir justement les initiatives régionales en matière de cyber et le parcours aussi de transformation numérique proposé par la région. Et donc, c'est grâce au campus cyber, évidemment, qu'on va continuer à faire exister et surtout connaître ce centre d'appel d'urgence. Après, est-ce qu'il sera englobé sur un site sur un pôle du campus, ça, on ne peut pas encore le décider, mais ce qui est sûr, c'est que la confidentialité va primer sur le reste. Je pense que le plus important pour nous aujourd'hui est vraiment de rendre d'autant plus visible ce centre d'appel. On a eu… Actuellement, vous êtes à Nancy, vous serez sur 4 sites, donc Nancy, Strasbourg… Alors, en fonction des AMI, c'est vrai qu'on a quand même des pôles qui se dessinent. Forcément, on va avoir des grandes métropoles comme Nancy, comme Metz, comme Mulhouse, peut-être comme Troyes ou Reims. On aimerait aussi développer un pôle du campus sur un territoire rural, tout simplement pour représenter tout l'ensemble de la région et montrer que la cybersécurité, c'est pas juste une affaire de grandes villes ou de grandes entreprises, mais au contraire que les plus petites collectivités, les milieux les plus ruraux, les plus petites entreprises doivent se saisir du sujet et sont dans l'obligation de se saisir de ce sujet. C'est notamment pour ça qu'on avait fait un partenariat, notamment avec les corps consulaires comme la Chambre d'agriculture, la CCI ou encore la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et actuellement, ça représente combien de personnes, la force de frappe du campus cyber dans le Grand Est, par comparaison avec d'autres régions? Alors, combien de personnes, je ne peux pas vous dire exactement combien de personnes on a dans ces campus. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des dynamiques qui sont extrêmement différentes. Je pense à Mulhouse, on va avoir vraiment ce côté industriel. On a notamment une grande entreprise à Mulhouse, Systentia, qui nous aide beaucoup dans l'élaboration de cette politique cyber. Mais par exemple, on a Nancy, qui a un écosystème extrêmement fort, notamment avec sur les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, mais également on a même Charleville-Mézières avec
un campus numérique, ou encore Saint-Dié-des-Vosges, qui est un territoire pour le coup plus rural, mais qui va ouvrir un centre national de sûreté et de sécurité avec un pôle cyber et qui pourrait complètement ouvrir à avoir un pôle sur du campus cyber chez eux. Merci beaucoup pour le moment. On va rester là sur le Grand Est et on va traverser la France pour aller jusqu'en Corse. Alors, Christophe Apieto, quand on a préparé, vous m'avez dit 3 choses. D'abord, vous m'avez dit une jolie formule. En Corse, on a besoin d'être en avance pour ne pas être en retard. Ça, vous allez J'ai trouvé ça très joli et c'est vrai quand on connaît la Corse. Ensuite, vous m'avez dit aussi, on n'a pas d'écosystème régional en Corse, on n'a pas beaucoup d'entreprises, il y a 2 entreprises et encore qui travaillent sur la cybersécurité, donc on est obligé de créer nous-mêmes quelque chose qui n'existe pas alors qu'il y a eu pas mal d'attaques, comme Corsica Ferries, on l'a tous vu, enfin, entre autres. Et vous m'avez dit aussi, on a aussi un problème particulier, c'est qu'on a essentiellement des PME et plutôt même des TPE en Corse. Il n'y a pas beaucoup de grosses entreprises, donc elles sont fragiles. Et vous me disiez, moi j'ai vu disparaître 1 ou 2 TPE que je connaissais personnellement et avec beaucoup de regrets parce que si il y avait eu à ce moment-là un centre de cybersécurité, peut-être elles seraient encore en vie. Là, elles sont mortes de la cyberattaque. Donc là, vous êtes en cours de création. Je ne pense pas que vous aurez les mêmes moyens que le Grand Est ou la Bretagne, qui sont des régions extrêmement riches, mais vous êtes quand même abrité par la collectivité territoriale de Corse, donc c'est quand même une force de frappe importante. Comment ça va se passer et comment vous préparez ce lancement? Alors bonjour à tous, merci de nous donner la parole. Donc effectivement, la mise en place d'un CISORT régional repose avant tout sur une volonté politique. Donc quel que soit le tissu économique local, qu'on ait beaucoup d'entreprises ou pas, c'est la volonté politique qui fait qu'on se lance sur ce projet. On parle d'instance régionale ou territoriale, donc c'est un préalable pour moi incontournable qui permet d'accroître les chances de succès et d'appropriation par le tissu économique local. La mise en place de ce CISORT, nous on la doit à l'ANSSI. On a élaboré un schéma directeur territorial d'aménagement numérique dans lequel on avait déjà fléché la nécessité de structurer la cybersécurité comme toutes les régions. Et si vous voulez, le coup de pouce de l'ANSSI financier a permis la mise en place de ce CISORT aujourd'hui. Parce que l'effort financier d'une région n'est pas colossal pour la mise en place d'un centre. On prend l'exemple de notre collectivité, on a 1,5 milliard de budget. Les 250 000 € annuels pour faire fonctionner un CISORT, ça passe quasiment inaperçu. Mais c'est le jeu des priorités. L'appel à manifestation d'intérêt de l'ANSSI a fait que le projet est devenu prioritaire et donc on se lance sur ce sujet. Et la force d'un CISORT, c'est, comme on vient de le voir, les personnes qui portent le projet doivent avoir la capacité à s'inscrire dans un écosystème qui est déjà riche dans la cybersécurité. Donc il y a l'ANSSI, il y a les autres CERT, on a les autres CISORT qui sont partis ensemble, on a cybermalveillance. Bon, je ne vais pas vous citer tous les acteurs, mais pour moi, le succès de la mise en place du CISORT repose sur la capacité à connaître et fédérer le tissu économique des acteurs nationaux, le tissu économique des acteurs locaux et surtout les manques sur une région. Donc, si vous voulez, comme disait Guillaume tout à l'heure, les CISORT sont issus d'un même ADN puisqu'on a signé une même convention. On a les mêmes objectifs principaux. Après, leur force, et c'est pour ça que nous, on a adhéré à cette démarche, leur force, c'est justement qu'ils prennent en compte les différences des régions en termes de tissu économique. Donc nous, comme je vous disais, en Corse, on a principalement des TPE, on a 85% de TPE, on a quelques PME, après ETI, peut-être qu'on en a 2. Donc à un moment donné, on a un tissu qui est différent, on ne peut pas appliquer les mêmes modèles que d'autres régions. Et donc la chance de ces CISORT, c'est que leur ADN est commun, mais ils ont la possibilité de s'adapter à une région. Donc tout ce travail est là, c'est un investissement qui a été colossal, au-delà de trouver des ressources humaines, des locaux, d'avoir un système d'information. L'investissement en temps, c'est de bien maîtriser son tissu et d'entreprises qui vont être des bénéficiaires, mais aussi le tissu des offreurs. Vous disiez, nous, on n'a que 2 offreurs, c'est pas très grave. Déjà, on va permettre de les faire connaître aux personnes qui sont victimes d'incidents, donc il y a quand même une force là. Mais notre rôle aussi en tant que CISORT, c'est au-delà aussi de la sensibilisation qui est une de nos tâches, le rôle est de développer le tissu économique local. Aujourd'hui, on a besoin d'entreprises spécialisées en cyber, mais comme on n'a pas d'observatoire, on ne sait pas, on ne connaît que les quelques attaques qui ont été, dont on a parlé dans la presse, mais toutes les attaques qui passent inaperçues, on n'a pas cette connaissance-là. Donc, peu d'entreprises investissent des sujets ou investissent pour se former, pour devenir des experts en cybersécurité, parce qu'ils n'ont pas cette vision-là. Donc, c'est aussi un des rôles du CISORT
Donc voilà, si je devais résumer aujourd'hui, la mise en place d'un CSIRT, elle dépend principalement, au-delà des hommes qui portent le projet, de cette maîtrise du territoire que l'on peut avoir. Et juste pour quand même saluer la démarche de l'ANSSI, au-delà du réseau et de ce qu'on crée sur les territoires, la démarche a permis de créer un vrai réseau des CSIRT régionaux. On se connaît tous, on est tous CSIRT sur le territoire national et il y a de l'outre-mer maintenant qui se lancent. On se connaît, on déjeune ensemble, on peut s'appeler quand on a des problématiques ou des questionnements communs, on peut même s'appeler en cas d'incident cyber, bon, évidemment dans le respect de la confidentialité des échanges et du RGPD, mais on a vraiment créé un réseau qui est une force, et c'est au-delà de ce qu'on apporte dans nos régions, on a aussi créé quelque chose qui va apporter au niveau national par la connaissance que nous avons les uns des autres. Et juste pour savoir, donc vous serez prêt opérationnel complètement à quel moment? Ça a été un peu décalé, si j'ai bien compris, mais c'est imminent quand même. C'est ça, c'est imminent. On estime, enfin, on espère ouvrir dans moins d'un mois, hein, le 15 février. C'est principalement la recherche de ressources humaines qui a été difficile chez nous. Il y a peu de profils adaptés et souvent tous sont déjà récupérés par le peu d'entreprises qui ont besoin de la ressource humaine. Donc, nos recrutements ont un peu tardé, mais ça y est, on sera staffé complètement. Là, on est à moitié staffé. Donc, on peut démarrer, on sera complètement opérationnel en termes d'effectifs en mars. Il faut recruter des Bretons, alors ça me permet de repasser la parole à Guillaume Chéreau. Moi, je voudrais savoir comment ça fonctionne. Bon, il y a un gros écosystème en Bretagne, on le sait. On dit souvent que c'est la deuxième région de France, après l'Île-de-France, en matière de cybersécurité. Comment vous êtes organisé, plus éclaté sur l'ensemble de la région, en fonction des universités, des centres de recherche, des entreprises? Comment le CSIRT s'intègre là-dedans et comment est-ce qu'on peut avoir un campus cyber sans lieu totem, puisque c'est le choix que vous avez fait, je crois. Oui, tout à fait. Alors le dossier du campus cyber breton, pour le coup, il est validé. Il est passé au niveau de l'organe délibératif de la région en décembre. Et effectivement, le projet, en résumé, hein, pour faire très court, comme vous l'avez dit, donc la région Bretagne a déjà un écosystème breton qui est en plus pas uniquement positionné sur Rennes, mais qui a différents lieux. Il y a Brest, voilà, qui est plus orienté vers le cyber, vers la maritimité, vers le maritime. On a Lannion qui historiquement travaille sur les télécoms et la sécurisation des réseaux télécoms. Et puis on a également Vannes-Lorient. Voilà, donc on a et donc le choix enfin voilà, en tout cas l'identité du projet breton, c'est de fédérer, puisque bon, par ailleurs il y a eu un audit qui a été fait sur cet écosystème breton et en résumé la conclusion qui sort de cette étude, c'est que finalement l'écosystème était très riche, mais il manquait un petit peu de coordination, de fédération. Et donc c'est vraiment ça le projet le projet du campus cyber breton, c'est de fédérer cet écosystème qui est déjà existant, et donc c'est effectivement pas de créer un lieu totem. Finalement, il y a des lieux existants qui seront labellisés campus cyber. Et comment s'inscrit le CSIRT là-dedans? Alors nous, on est le pilier opérationnel en fait, hein. Il y aura 4 piliers dans le campus cyber breton. Il y a un premier pilier qui est autour des compétences et des ressources humaines. Je pense qu'on a tous le même problème. Voilà, je pense qu'au campus cyber, je vous apprends rien, que la question des RH et des compétences est au cœur de nos problématiques. Donc voilà, donc ça c'est le premier vraiment pilier qui va être autour de l'écosystème aussi, des écoles qui forment, des recruteurs, faire matcher les besoins des entreprises avec les formations. Donc ça c'est vraiment le premier pilier. Après il y a un pilier plus recherche, parce qu'effectivement c'est une des identités de la Bretagne, c'est qu'on a l'INRIA, on a un certain nombre de laboratoires, beaucoup de recherche. Donc là il y a un enjeu aussi là-dessus. Un pilier plus opérationnel, donc qui est porté par le CSIRT, et puis derrière une vision un peu plus politique, un pilier autour de ce que mon élu Jérôme Tréhardy appelle la cyberpopulaire. Là c'est vraiment intéresser finalement la population aux questions de cybersécurité, y compris dès le plus jeune âge, aller dans les lycées, etc. Donc voilà. Donc en Bretagne, il y a des écoles qui forment sur ces métiers-là déjà. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir beaucoup d'écoles, et notamment d'écoles d'ingénieurs, mais pas que, effectivement, qui forment à la cybersécurité et qui sont sur notre territoire. Donc, effectivement, alimentent cet écosystème. Et puis, la spécificité aussi, bien sûr, c'est le régalien, c'est-à-dire qu'en Bretagne, vous avez le ComCyber, vous avez la DGA, qui, en fait, créer, on en parlait encore hier parce que voilà, j'étais à l'inauguration de Sequoia, de son nouveau cabis rennais. Voilà, ils se sont relocalisés à Rennes, leur siège social. Et en fait, on se rend compte finalement d'où vient Sequoia, parce que en fait les gens sont passés par la DGA
et ils ont créé des entreprises. Il y a des startups, il y avait la Cyberfactory de la DGA. Donc voilà, donc il y a vraiment tout cet écosystème. Et pour répondre à monsieur sur la question de notre convention, en fait, elle est un peu transparente. Notre RFC, hein, vous verrez si vous comparez les. Alors RFC, pour ceux qui savent pas, c'est en gros la carte d'identité des CERT. Donc c'est un document que chaque CERT doit produire, qui est disponible sur notre site, sur chacun des sites. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce que fait le Brace Cyber, vous direz elle n'est pas secrète, mais elle n'est pas publique. Si, le RFC, au contraire, est public. Et en fait, cet RFC, c'est ce que j'allais dire, traduit finalement les exigences de la convention. Et je peux vous les dire de tête, il faut qu'on soit ouvert 5 jours sur 7, il faut qu'on ait un centre d'appel, il faut qu'on ait un numéro vert. Il faut qu'on fasse un certain nombre d'actions qui sont de recueillir les signalements, de les traiter, de les qualifier, de éventuellement orienter donc les victimes vers des prestataires privés si ça le nécessite, et puis également de faire un peu d'incidentologie aussi, accompagner les victimes dans le dépôt de plainte, voilà ce que Madame Weiss décrivait tout à l'heure. Donc ça c'est pleinement la feuille de route de cette convention. Juste pour faire un petit tour de France là, sur la formation, en région sud, il y a des écoles qui forment déjà, parce qu'on sent bien que le recrutement, c'est quand même une question clé dans ce domaine. Ça commence, oui. On a les écoles d'ingénieurs qui ont créé des bachelors spécialisés en cybersécurité, des masters spécialisés également. Donc là, ça commence à émerger. On a les universités d'Aix-Marseille qui donnent des cours en cyber. On a l'école d'ingénieurs de l'ISEN avec qui on est partenaire et qui nous héberge à Toulon, qui vient de créer justement cette année donc ces 2 parcours-là. On a également dans le 06 des filières qui se créent avec Epitech. Et les gens commencent à sortir sur le marché du travail maintenant déjà ou... Ça commence, oui. Ça commence et il commence à y avoir également une ferveur, un attrait à la réponse à incident qui n'existait pas jusqu'à présent. Ça faisait pas partie des métiers intéressants de la cyber. Là, ça commence à l'être. Donc, c'est intéressant. Dans le Grand Est, comment ça se présente? Il y a forcément des écoles, mais elles sont où et est-ce qu'elles sont déjà en train de sortir des gens sur le marché du travail disponibles pour des recrutements? Oui, alors c'est vrai qu'on a un vrai sujet sur ces questions de formation. On a de plus en plus d'écoles d'ingénieurs qui ont des diplômes d'ingénieurs en cybersécurité, mais on a quand même fait le constat que dans la région, ce qu'on avait le plus besoin était des Bac+2, Bac+3. Et là, effectivement, on n'a pas encore assez de jeunes qui sortent sur le marché du travail dans la région. On est en train notamment, et on va l'avoir fin du mois, là, il y a eu un travail qui a été fait en collaboration avec notamment Nancy, avec Numéum, pour référencier toutes les formations numériques et cyber sur le territoire, pour ensuite nous, on va dire, pouvoir adapter aussi nos politiques, notamment à la création d'écoles et de formations, que ce soit écoles privées ou publiques ou universités. Mais ce que je dirais, c'est que le plus gros enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir former des jeunes qui sont en Bac+2, Bac+3, et également faire rester sur le territoire, faire garder sur le territoire les ingénieurs en cybersécurité qui se forment dans la région. Puisque le problème, c'est qu'on est une région transfrontalière, extrêmement dynamique et qu'on a beaucoup de fuites de cerveaux dans nos pays voisins. Et tout l'enjeu est de pouvoir former les jeunes sur le territoire, mais ensuite les faire rester sur le territoire. Et ça, je dirais que c'est notre principale Ils partent en Allemagne, ils partent au Luxembourg. On a la Suisse qui est extrêmement attractif, où en fait en 10 minutes du Haut-Rhin, vous y êtes. On a la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, et effectivement qui sont des pays et des régions frontalières qui sont extrêmement dynamiques, parfois avec, il faut le dire, un salaire plus attractif. Et donc on a cette question, mais alors pas forcément que dans la cyber, en général, c'est une question qui est compliquée. Et pour répondre sur, on va dire, les formations dans la région, pour l'instant, de ce qu'on peut voir, c'est que on en a pas mal qui sont étalés sur le territoire. Alors forcément, sur Nancy, on en a un peu plus, mais c'est vrai que notamment à Troyes, à l'UTT à Troyes, ou le campus numérique à Charleville-Mézières, ou encore l'Université de Strasbourg, on arrive à avoir des écoles d'ingénieurs et des formations qui sont partout sur le territoire. Mais voilà, l'enjeu, c'est que ces jeunes actifs restent sur le territoire ensuite pour travailler dans nos entreprises. On ne fait que le répéter, mais là, ça dépend plus que d'une politique cyber, ça dépend d'une politique régionale beaucoup plus globale, quoi.
Ça permet de rappeler que la région Grand Est est la région française qui a le plus de frontières avec des pays différents, tous dynamiques, ce qui est un véritable atout, mais qui peut être aussi un handicap parce que ce sont des absorbeurs de cerveau très puissants. Ça, on le sait depuis toujours, et pas que dans la cybersécurité. En Corse, Christophe Apieto, comment vous allez faire quand il faudra recruter des gens en plus, quand votre équipe va grossir, ce qui va arriver forcément? Est-ce qu'il y a des écoles qui forment déjà sur l'île? Ou est-ce qu'il faudra aller chercher sur le continent? Non, tout à fait. On a l'université de Corse qui forme au métier de l'informatique avec une spécialité cyber. Et depuis pas longtemps, on a un organisme de formation qui a déployé l'ESIA, donc une école d'ingénieurs privés, avec aussi spécialisation en cybersécurité. Donc, on a déjà la filière publique et la filière privée qui permettent de former des jeunes, et c'est 25 à 30 personnes qui sortent de la formation. Donc, pas cette année, mais à partir dans 2 ans, on a tous les ans 25 personnes qui sortent, donc il y aura largement de quoi. Maintenant, à nous d'avoir la bonne temporalité, parce qu'il ne faut pas se plaindre du manque de ressources. À partir du moment où elles sont là, ne plus avoir la capacité de les embaucher. Donc finalement, la collectivité de Corse, elle a ce travail-là à faire aussi, c'est de créer l'offre, mais aussi de créer la demande, quoi. Il faut que Parce que 25 à 30 personnes à l'échelle de la Corse, c'est pas mal quand même. Enfin, il faut les absorber à partir du moment où il n'y a pas énormément d'entreprises qui travaillent dans ce secteur-là, et qu'il n'y a pas des grosses entreprises qui vont créer des services d'alerte internes. C'est bien de les former, mais il faudra les absorber, sinon ils vont tous partir en Bretagne, c'est clair. Non, on va les garder. Avant de passer à une partie très importante qui est l'avenir et l'argent, le nerf de la guerre, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle, ou est-ce que Charles a des questions qui viennent des gens qui sont en ligne? Oui. Bonjour, je suis Karima Moudoub, je travaille chez Fortinet, un éditeur de la cybersécurité. Par rapport au sujet notamment de formation, mais également d'accompagnement des TPE, des PMI, parce qu'on a un premier marché, notre segment, c'est les PME. Est-ce que vous utiliseriez ou souhaiteriez faire des partenariats avec des sociétés du type de Fortinet ou d'autres? Merci. Qui veut répondre? Guillaume. Alors, c'est vrai que c'est, pour être honnête, je pense que c'est pas la priorité. Je pense que les partenariats avec des entités privées comme vous, si c'est pour avoir des certifications sur vos technologies, etc., il n'y a pas forcément d'utilité à ce stade, en tout cas. Donc, en tout cas, de mon côté, la Bretagne, clairement, c'est pas en vue à ce stade, quoi. Merci. À notre niveau, oui, un peu comme Guillaume, encore une fois, un partenariat pourrait être intéressant au profit de nos adhérents et de notre écosystème pour un accompagnement spécifique ou ce genre de choses. Après, ça pourrait être intéressant sur ce plan-là, à leur profit. Mais après, pour le reste, non, c'est vrai que je rejoins Guillaume. Peut-être un élément dont on n'a pas parlé, c'est le rôle que ces CISRT doivent avoir pour conseiller les bénéficiaires de leurs prestations, leur conseiller des offreurs de solutions, notamment pour la réponse à incidents, mais éventuellement aussi pour la prévention, l'audit, la mise en place de systèmes, etc. Et donc chaque CISRT, c'est en train de démarrer, hein, doit faire ce qu'on appelle un référencement. C'est très compliqué parce que il y a les problèmes de distorsion de concurrence potentielle. Enfin, je veux dire, c'est très sensible, mais on voit bien déjà que certains CISRT sur leur site affichent, ou sur le site, je dirais, de l'instance de développement économique de la région, parce que ça travaille ensemble, proposent un certain nombre de sociétés. Plutôt local, parce que l'idée, c'est bien d'avoir une proximité et de ne pas aller chercher des gens à l'autre bout de la France. Oui, moi j'ai une question pour Irène Weiss notamment, et puis pour Chloé Chabanol. Dans le monde réel, enfin quand je dis dans le monde réel, oui, dans le monde physique, il existe des centres de coopération policière et douanière
qui sont établis entre les pays qui sont frontaliers, entre la France et la Belgique. Par exemple, si vous allez à Tournai, il y a un grand bâtiment, drapeau français, drapeau belge, et quand vous rentrez dedans, il y a des policiers français, des gendarmes français, des douaniers belges, français, enfin bref. Et donc, il y a une continuité transfrontalière tout à fait intéressante et qui permet justement d'éviter les effets de frontières. Or, Internet n'a pas de frontières. Est-ce qu'on peut imaginer des CIRT transfrontaliers, c'est-à-dire en fait des CIRT qui seraient armés par des Français, des Allemands, des Français, des Luxembourgeois, des Français et des Italiens, pour nos amis du Sud. Bon, pour la Bretagne, on peut tout imaginer, hein, vos frontières sont nombreuses. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement absurde et notamment qui sortirait des questions de souveraineté? Alors, pour nous, au niveau de la région, aujourd'hui, c'est pas du tout absurde. Au contraire, on a plus de 700 km de frontières et aujourd'hui, on a régulièrement, malheureusement, des cas d'entreprises qui se font attaquer dans la région Grand Est, où les maisons mères sont en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg ou encore en Suisse. Et donc, on travaille déjà, notre centre d'appel d'urgence travaille déjà avec nos homologues, notamment allemands, parce que c'est vrai qu'on a énormément d'entreprises avec les maisons mères qui sont en Allemagne. C'est une vraie question. Et c'est une question d'ailleurs qui est extrêmement politique. On a la chance, nous, au niveau de la région, d'avoir une instance qui s'appelle la Grande Région, qui réunit en fait toutes les régions frontalières à la région Grand Est. On se réunit une fois par mois et justement au mois de décembre, on a fait une plénière autour des enjeux et des questions de cybersécurité pour savoir comment peut-on travailler ensemble, sachant qu'en plus, les régions frontalières, notamment dans la région Grand Est, en Italie, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, ont aussi des sortes de centres d'appel d'urgence. Et ça serait extrêmement pertinent de pouvoir coopérer avec eux de façon plus institutionnelle. C'est vrai que notamment avec l'arrivée de Nice 2 et de toutes, on va dire, ces règles européennes, ça renforce également encore notre coopération, mais on a encore un vrai travail à faire. Mais effectivement, ce serait une super idée et ce serait très pertinent. Nous, on a quand même la problématique de la Suisse à côté de ça, mais ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, ce serait très pertinent et ce serait même une obligation. En fait, au final, on le fait déjà sans que ce soit officiel, mais on n'a pas le choix. En effet, je pense que c'est pas une idée aberrante, c'est même au contraire fortement recommandé. On parle beaucoup d'ADN des CERT depuis le début de ce débat. L'ADN même d'un CERT, et quand cette notion a été inventée par une université américaine, c'était bien de se mettre en réseau. C'est le principe même d'un CERT, c'est d'échanger avec ses pairs. Pourquoi ? Pour essayer de pallier la symétrie qu'il y a entre la défense et l'attaque. On est bien conscient qu'on a moins de moyens. À l'échelle de l'ANSSI et plus spécifiquement du CERT-FR, nous, quotidiennement, on échange avec nos pairs, donc qui peuvent se trouver effectivement un peu partout dans le monde et en particulier au sein de l'Union européenne. Et donc, on va échanger régulièrement avec notre homologue allemand, notre homologue belge, notre homologue luxembourgeois, suisse et autres. Et effectivement, la directive Nice a même instauré un réseau tout à fait obligatoire et formel de CERT au sein de l'Union européenne. On sait aussi que certains de nos homologues sont un peu, alors c'est toujours difficile de faire des comparaisons directes, mais sont un peu structurés comme nous, typiquement en Allemagne, où il y a un CERT national et gouvernemental à l'instar de ce qu'est le CERT-FR, et puis il va y avoir dans les Landes un certain nombre de CERT. Et nous, on encourage, de la même manière que nous, on discute avec nos homologues, on encourage les CERT en région à tisser des liens avec leurs homologues. Et je pense que cette mise en réseau ne peut être que bénéfique. Encore une fois, il est illusoire d'imaginer qu'une filiale qui est touchée en France, mais qui a donc son siège en Allemagne ou l'inverse, d'imaginer qu'on va s'en sortir si on ne coopère pas.
Et si je peux me permettre, en dehors des centres d'appel, c'est aussi toute la question sur les formations, on en parlait juste avant, où justement on essaye de faire pas mal de coopération avec les centres de recherche et les universités voisines. On en a fait une encore récemment, qui permet aussi de pouvoir structurer cette fuite des cerveaux dont je parlais avant, et également sur la recherche. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un CSIRT qui serait transfrontalier serait peut-être une vraie richesse, en tout cas pour la région Grand Est. Merci. Alors, il y a des questions qui viennent de la visio, enfin d'Internet. Il y a plus de 160 personnes qui nous suivent actuellement, donc j'ai grand plaisir à les saluer, c'est très bien. J'ai une question. Comment postuler à un emploi dans un CERT régional sur ma région Pays de la Loire? Je ne trouve aucune offre, alors que comme vous faites remarquer, vous cherchez des candidats. Alors, il n'y a personne des Pays de la Loire, mais peut-être que vous avez les réponses qui peuvent s'appliquer. Région Sud, région Bretagne. Grand Est. Bah, on reste quand même des petites entités. Enfin, moi, dans mon CERT, on est 4. Donc on n'a pas un plan de recrutement. Je vais pas recruter 20 personnes d'un coup. Donc à partir du moment où on a une première équipe, on va grandir, mais entre guillemets gentiment. Donc là, je répondrai pas pour les Pays de la Loire, mais tout le conseil que je peux donner, c'est évidemment de surveiller les offres qui sont disponibles, soit sur au niveau du Conseil régional des Pays de Loire. En ce qui me concerne, effectivement, mes offres d'emploi seront affichées sur le site d'emploi de la région Bretagne. Voilà, mais on a tous plus ou moins des comptes LinkedIn, par exemple. Vous pouvez suivre l'actualité des différents CERT sur leur compte LinkedIn, et je pense qu'ils manqueront pas de relayer les offres d'emploi quand elles seront. Au-delà des CERT eux-mêmes, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver des offres d'emploi qui concernent la cybersécurité plus largement, par exemple en Bretagne, pour rester dans l'exemple? Alors en Bretagne, il y a plutôt des plateformes spécialisées. Je vais pas faire de la pub, hein, mais il y a Bienvenue dans la jungle, voilà, qui sont spécialisés, alors, en général plutôt dans la tech au sens large, et dans ces offres d'emploi tech, il y a des sous-catégories cybersécurité. Voilà, mais donc j'en ai cité une, mais voilà, mais toutes les grandes plateformes d'offres d'emploi ont des sections soit techno, soit cyber, si elles sont un peu plus spécialisées. Et il en manque pas d'offres, donc ça, je pense que c'est pas ça qui manque. Est-ce que vous recrutez en région Sud? À l'heure actuelle, non. On recrute des alternants, on recrute des stagiaires, ça oui, on les prend avec grand plaisir durant leurs études. Mais on est tous un petit peu pareils, on est des structures assez petites. Nous, on est 3 à temps plein, plus un alternant une semaine sur 2. C'est vrai que on tient sur le financement, donc c'est sûr qu'on ne peut pas non plus... On va en parler après. Et est-ce que l'écosystème de la région, on ne peut pas dire PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur ou région Sud, pour parler comme le président Muselier, est-ce que l'écosystème est générateur de beaucoup d'emplois? Et est-ce qu'il y a un endroit où c'est centralisé en dehors des plateformes de recrutement dont parlait Guillaume Chéreau? Alors au niveau des plateformes de recrutement, à part les plateformes traditionnelles, à ma connaissance, il n'existe rien. Il y a dans le projet du campus cyber, il y aura une bourse aux emplois donc orientée vraiment dans la cyber. Donc à terme, on aura ça en région Sud. Et après, dans la région Sud, c'est vrai qu'on a un gros besoin. Donc on n'est pas forcément une terre de cyber comme en Bretagne, mais on a une grosse base industrielle et technologique de défense. On a de l'aérospatial, on a de l'avionique, on a du maritime. Donc c'est vrai que là, on a énormément d'entreprises qui sont des sous-traitants de gros groupes. Donc oui, les besoins en poste cyber sont en train d'exploser. Et voilà. Merci. Et dans le Grand Est, est-ce que Grand Est Innov fait quelque chose dans ce domaine-là ou pas du tout? C'est pas du tout une préoccupation. Alors déjà pour le centre d'appel d'urgence, effectivement, c'est comme la Bretagne, c'est encore on n'est pas encore nombreux et on recrute pas, mais effectivement l'idée est de pouvoir aussi référencer les offres de formation cyber, et d'ailleurs on est souvent interpellé en tant qu'élu, et je pense vraiment Innov sur des
des personnes qui arrivent sur le marché du travail et qui sont en recherche. Et d'ailleurs, j'en profite juste puisque j'ai oublié de le préciser avant. Nous, notre CISERT, il est géré par notamment Jean-Charles Renaudin et Jean-Luc Belay, qui sont à Grand Innov Plus, qui est notre agence d'innovation, et donc qui gère ces CIRT, et plus largement avec qui nous travaillons au niveau de la région sur les questions de cybersécurité, et pour rejoindre notamment le réseau des offreurs parce que j'ai vu la question dans le chat, pour notamment accompagner les entreprises à des audits de cybermaturité, à être référencées aussi dans notre CSIR. Tout se passe sur le site de Grand Est Cybersécurité, qui est le site du CSIRT. Ok, pas d'autres questions merci sur ces thèmes-là. On va passer à l'avenir et à l'argent. La manne initiale de France Relance va se terminer à un moment. Donc, ça pose toute une série de questions. Est-ce que le soutien de l'État va se continuer? Est-ce que les collectivités pourront y faire face? Est-ce qu'il va falloir trouver des moyens de fonctionnement ou un modèle économique payant? Je pense au système, peut-être que vous connaissez, qui a été mis en place par le CEREMA, donc le CEREMA qui était un organe de conseil entièrement financé par l'État et qui, depuis un an, est devenu un organe payant de conseil en matière d'environnement, de politique écologique, et avec un certain succès, puisqu'il voulait avoir une centaine de collectivités adhérentes. Ces collectivités adhérentes, en fin d'année, ils sont déjà à 380 de mémoire. Alors, il y a pratiquement toutes les régions, mais il y a aussi plein de communes. Mais donc, maintenant, qui payent pour avoir un système d'accompagnement et de conseil. Alors, peut-être on va commencer par Chloé Chabanol. Est-ce que l'État va s'arrêter brutalement? Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour continuer quand la manne de France Relance sera tarie? Alors aujourd'hui, il n'est pas prévu de suite sur le plan du financement, en tout cas émanant d'un financement européen à la base tel que celui de France Relance. En revanche, il existe un certain nombre de financements, alors auprès de la Commission européenne notamment, et c'est très actif en matière de cybersécurité. On a aussi à l'ANSSI le centre de compétences nationales, qui est le représentant français d'un dispositif qui, lui, est européen, donc avec le Centre européen de compétences cyber. Là aussi, ce centre de compétences nationales, il est en charge de rediffuser un certain nombre de financements sur des projets de cybersécurité. Donc là, il y a quelque chose à regarder. Alors, on sait très bien aussi la lourdeur de ces démarches, et c'est parfois très difficile, comme vous le disiez, quand on est 3 ou 4 temps plein, de pouvoir travailler sur ce type de dossier. Et ceci étant dit, sur ce point-là, côté ANSSI, nous, on est prêt à accompagner, en tout cas, soutenir la recherche de ce type de financement. Concrètement, moi, je suis à la tête d'un petit CISERT avec 3 ou 4 personnes. Si je veux aller chercher des fonds européens, comment je fais? Parce que je prépare, moi, actuellement, un supplément avec la Commission européenne sur la gestion des fonds européens et la politique de cohésion avec les régions. C'est pas simple quand même à monter, comme pour une microstructure comme Région Magazine, c'est particulièrement compliqué. On y arrive quand même, hein, mais c'est compliqué. Et je pense que c'est la même chose pour un CISERT régional. Oui, mais alors c'est vrai que notre positionnement au sein des conseils régionaux nous aide fortement, parce qu'en fait, les conseils régionaux, c'est une machine à capter des financements européens puis à les redistribuer. Donc en fait, on a des alors pas évidemment au sein du CISERT, mais au sein des différents services, soit en direct au sein de la région ou plus souvent également au niveau de l'agence de développement, ce qui est le cas pour l'agence de développement bretonne qui s'appelle BDI, Bretonne Développement Innovation. Bon, je sais qu'il y a des personnes, d'ailleurs, dont c'est le métier à plein temps, déjà de faire de la veille sur les nouveaux financements et puis de concrètement instruire les dossiers, etc. Et puis le dernier point sur les financements européens, il ne faut pas être tout seul. Il faut chasser en meute, si je puis dire. Et donc là, il y a aussi un travail de coordination entre tous ceux qui souhaitent participer. On a notamment un vecteur important, c'est aussi les EDIH, qui sont des programmes européens vis-à-vis des régions et dans lequel la cybersécurité est fléchée. Et donc, dans le prochain, donc là, il y a déjà des premiers projets EDIH qui sont tagués cyber. D'ailleurs, c'est le cas en Bretagne. Et dans d'autres régions d'ailleurs, mais en Bretagne notamment. Et donc dans le prochain, ça marche par phase, enfin par année, c'est par millésime si je puis dire. Et donc on a bien sûr l'idée d'essayer de voir s'il n'y avait pas aussi des possibilités à ce niveau-là, puisque la Bretagne a déjà déposé un dossier EDIH, va continuer puisque c'est
J'ai aussi une représentante qui est allée au niveau de l'Union européenne et qui a vu un certain nombre de personnes au niveau de la Commission et qui a bien redit que pour les régions, le vecteur de financement, c'était vraiment les aiguillages pour la cyber. Donc, je pense que on va s'orienter vers ce financement. En région sud, dont le président est un grand défenseur de l'Europe et dit toujours l'Europe sert si on sait s'en servir. Je crois que c'est son slogan à Renaud Muselier. Comment vous envisagez la suite? Nous, à notre niveau, excusez-moi, on va s'appuyer également sur la région qui nous soutient de manière très forte, mais pas sur un financement à 100%. C'est-à-dire que là, on est en train de réfléchir sur le développement d'un modèle économique qui pourrait nous permettre de générer du financier qui nous permettra de nous faire vivre et de compléter avec justement des subventions ou par l'intermédiaire de l'Europe ou de l'EDIH. Sous forme de vente de services alors, enfin, Exactement, oui. De la fourniture de services plus ou moins à la carte, de proximité, bien évidemment, jouer sur ça, jouer sur le réseau, la mise en relation avec les bons prestataires, avec les bons acteurs. Et vous reniflez, vous humez qu'il y a un marché pour ce type de prestations venant de vous en particulier? Alors un marché, je ne sais pas, il y a un gros besoin, ça oui. Il y a un besoin, il y a un marché. Après, c'est vrai que c'est compliqué pour les cessirs de se positionner. Donc voilà, on doit faire attention à la concurrence, on doit faire attention à justement élever le niveau régional des entreprises. Donc c'est un petit peu... c'est un réglage fin qu'on essaye de trouver à l'heure actuelle pour justement prendre une place. Et un travail de relativement longue haleine, alors que les besoins vont apparaître assez rapidement, quoi. Il faudra, les besoins sont déjà là, clairement. Un gros soutien de la région, quoi. Merci. Comment ça va se passer en Corse? La collectivité de Corse, elle soutient, elle abrite même, je crois, le CICERT. Elle a les moyens de vous soutenir longtemps sur la durée? C'est ça, le CICERT Cybergurtica est incubé, c'était le mot qu'on avait choisi au sein de la collectivité de Corse, incubé puisqu'il devait après voler de ses propres ailes, chose qui a été un petit peu mise en attente puisqu'on a appris que l'ANSSI ne donnerait plus d'argent suite aux 3 ans, donc on s'est dit on va pas en faire une structure autonome tant qu'il n'y a pas de modèle financier pérenne. Donc aujourd'hui, on est incubé au sein de la collectivité de Corse et c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, c'est le budget de fonctionnement d'un CICERT, même à 3 personnes, c'est ridicule dans une collectivité de 5000 agents à 1,5 milliard de budget. Donc, on restera service public si on ne développe pas une feuille de route avec une entité autonome qui aura un modèle financier pérenne. Après, les aides, je vous entendais, il y en a plein. Nous, on arrive à activer, même nous, avec notre équipe de 3 personnes, on arrive à, c'est pas encore parce qu'il y a l'aide de l'ANSSI qui couvre 100% des dépenses, mais on arrive facilement à activer des aides comme le FNADT, le Fonds national d'aide pour les territoires, le FEDER, le Fonds européen. C'est des dossiers assez rapides qui permettent de subventionner pas mal de choses. Ça peut être du matériel, des études, des logiciels. Donc, on arrive à activer ça. Et même une partie des salaires peuvent être pris en charge au moins par le FEDER. Donc, la Corse est assez balèze pour ce qui est d'aller chercher des fonds européens. Je le sais, on a déjà fait pas mal d'articles là-dessus. Il y a une vraie politique européenne de la Corse. Elle est présente à Bruxelles, la Corse. Alors, sur le papier, certes. Après, c'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs consommateurs. C'est-à-dire que sur le papier, on a des beaux projets et après, on a du mal à consommer l'intégralité des enveloppes. Mais c'est vrai qu'en tout cas, la volonté est là de développer la Corse parce qu'on veut être autonome. Après, on a un petit peu cette nécessité. Nous, on est entouré par la mer et on peut pas bénéficier facilement des entreprises nationales. La distance et cet isolement fait qu'il faut qu'on se développe. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des projets ambitieux parce que sans ces projets-là, on est souvent la dernière roue du carrosse, quoi. Et dans le Grand Est, alors, merci. Dans le Grand Est, comment ça se passe? Est-ce que la pérennité économique est actée? Est-ce qu'il y a des idées, des projets? Ouais, alors forcément, la question économique, grosse question. Un système payant, de toute façon, pose de facto un risque, je dirais, d'exclusion et donc remettrait complètement en question l'esprit d'un service gratuit au profit de tout le territoire. C'est vrai que, par exemple, au niveau de la région, on a 90% de petits organismes qui ont moins de 10 personnes et qui ont, du coup, des moyens limités et très probablement sans expertise de cybersécurité. Et là, je parle vraiment des petites organisations, style les collectivités et les entreprises. Nous, on a clairement
affiché une volonté de maintenir, quoi qu'il arrive, la gratuité du service d'assistance pour les bénéficiaires. Après, forcément, on réfléchit. Alors, pourquoi pas une cotisation potentielle des plus grosses collectivités? C'est pas forcément exclu. Ça peut être aussi une option. Forcément, les fonds européens, forcément dans le cadre du projet EDIH, auquel la région fait également partie. Après, je dirais que la question, elle est beaucoup plus large parce que aujourd'hui, dans le quotidien des régionaux, on voit bien qu'il y a une dynamique de complémentarité vertueuse qui s'est établie entre le CERT et c'est aussi grâce à la bonne connaissance du territoire que le CECIRT régional agit localement et finalement, il agit un peu comme une sorte de fédérateur et de bras armé de l'ANSSI et plus largement du CERT. Et tout ça, ça contribue à une meilleure maîtrise de la menace et d'autre part à une réponse plus efficace aux risques cyber. Et je dirais que si je peux être un peu direct, au final, le CECIRT régional, c'est un peu un embryon de l'acteur régalien. Et c'est vrai que dans ce sens, forcément, nous, on aimerait que on trouve en tout cas pertinent qu'il y ait encore une contribution financière de l'État, même partielle, qui soit maintenue dans la durée, tout simplement, parce qu'au final, on a un peu ce rôle régalien et un peu ce rôle d'être des pôles régionaux qui sont une traduction du CERT français. Et je dirais qu'à l'inverse, si on n'a plus de contribution financière de l'État, quelle garantie quelle garantie aura l'État sur la maintenance du service attendu par un CECIRT régional et comment il pourrait exiger des choses auxquelles il ne financerait plus. Donc, on a une question, je pense, beaucoup plus large. Et là, je l'ouvre, je dirais droit au but. Mais c'est vrai qu'on a cette question-là de se dire, bon, au final, on est un peu un service de l'État. Qui exclut pour nous totalement une idée d'un CECIRT payant, ça c'est sûr. Après, forcément, au niveau de la région, s'il faut le financer, on le financera évidemment. S'il faut faire, comme je disais, pourquoi pas faire participer les grandes métropoles de la région également, les fonds européens, mais on a toujours cette question, je dirais, plus générale et avec un peu plus de sens d'un financement de l'État qui serait en continu ou non. On va attendre qu'il y ait un ministre du numérique qui soit nommé. On pourra lui poser la question. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, Michel Benedettini, vous pouvez dire un mot là-dessus, puisque vous étiez à l'origine un peu de tout ça. Comment vous voyez l'avenir de tout ce système, y compris l'avenir financier? Merci. Comme je le disais, on avait commencé à réfléchir au problème à la création d'Annecy. À titre personnel, j'ai continué à l'occasion d'études au profit de régions. Moi, il me semble qu'on a défini dans cette étude un schéma global qui permet de concilier beaucoup de choses. La complémentarité, la subsidiarité entre les instances nationales et locales, la non-concurrence qu'il doit y avoir entre un service qui assure une mission de service public, comme des CECIRT, et les entreprises dont la vocation est quand même de vendre des prestations. Voilà. Alors, il y a une certitude, l'exemple du CEREMA est très, très intéressant. Il y a une certitude, c'est que le pompier doit être gratuit et doit rester gratuit. Et je crois que c'est dans la convention, enfin, en tout cas, c'était dans les documents qui avaient été émis à l'époque de France Relance en disant le pompier, l'intervention d'urgence est gratuite. Je faisais tout à fait au début de ce débat un focus sur la nécessité de trouver un bon équilibre entre la réponse à incident et la prévention. Alors, parfois, la prévention, elle est faite en dehors, elle est faite dans les régions, mais elle est faite en dehors du CECIRT. Le périmètre des CECIRT n'est pas le même partout. Quand le CECIRT appartient, il y a quelques régions qui ont mis leur CECIRT au sein de leur campus, c'est un organisme un peu différent de cette partie opérationnelle qui fait la formation, l'accompagnement. Ce que je dirais tout de même, c'est un pompier, il intervient bien quand il connaît le terrain. La preuve, c'est que les pompiers vont faire des visites de prévention. Ça veut dire qu'ils ne sont pas que pompiers, ils font aussi la prévention. Notre schéma, c'est... alors, je voudrais parler de la cible. Le public cible des CECIRT, ce sont des milliers de petites structures, moyennes structures, mais parlons déjà des petites. Elles sont extrêmement hétérogènes, extrêmement dispersées.
elles ne connaissent rien à la cybersécurité, voire même à l'informatique. Elles n'ont ni temps ni argent à y consacrer, et pourtant, il faut les convaincre. Et que le CICERT, c'est le CICERT tout l'ensemble, je dirais, la politique régionale, territoriale. Elle doit permettre d'intéresser les gens, mais contre une petite cotisation, faire ce que l'industrie, ce que les entreprises ne font pas. C'est un premier diagnostic très rapide, je dirais, contre une adhésion de 100 € qui doit être à peu près $1 pour la plupart des trucs. On peut dire, ben, pour 100 € je vous consacre 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, vous m'expliquez votre système d'information, quel genre de logiciel vous avez, etc. Je vous dis, voilà les choses qu'il faudrait faire absolument. Voilà le guide de sécurisation du Wi-Fi, voilà, etc. Et on va vous aider. Et pour 100 €, c'est finalement, il y a un service. Je rappelle que quand c'est gratuit, ça ne vaut rien. Donc, et dans l'esprit des gens, c'est important. Leur fait payer un peu, ça les motive. Et puis après, les boîtes plus grosses, on peut les faire payer un peu plus. Alors, avec ça, compte tenu du nombre de structures qu'il faut toucher, idéalement, il faudrait toucher la totalité des structures de la région. C'est gigantesque. Mais si vous multipliez par 100 par déjà quelques dizaines, centaines, milliers de structures, vous avez un budget. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à créer de ce côté-là pour ne pas être tout le temps à vouloir profiter de la manne de l'État-providence ou de l'UE-providence. Est-ce que sur ce sujet-là, il y a des questions dans la salle? Et j'en ai un peu sur le chat. Et moi, j'ai une question subsidiaire, mais qui n'a rien à voir. Dans les questions, donc, il y a quelqu'un qui demande les périmètres d'intervention des CICERT régionaux par rapport au CERT sectoriel, santé, maritime, sociale. Ce périmètre est-il défini? Et si oui, est-il défini de manière homogène au niveau régional? Qui est-ce qui peut répondre? Chloé, Chabanol, Guillaume, enfin tous les deux. Oui, bah alors, la réponse est très simple en fait, hein, c'est que quand on a par exemple une victime du secteur maritime sur le territoire breton et qu'elle nous appelle, bah en fait c'est le CERT sectoriel qui a une forme on va dire de préséance et que voilà, et donc on réoriente la victime qui dépend d'un CERT sectoriel vers son CERT. Et ça se fait très naturellement. Et alors effectivement, vu de l'extérieur, c'est peut-être un peu compliqué, mais entre nous, en interne, comme l'a dit Chloé Chabanol, on discute beaucoup, on se connaît très bien. Pas plus tard que cette semaine, j'ai discuté 3-4 fois avec le CERT santé, et donc il n'y a aucune difficulté pour repositionner les victimes vers le bon guichet, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. On fonctionne, comme je l'ai dit, en réseau, on est proches les uns des autres. C'est parce que derrière, il y a des personnes en charge de réceptionner les appels, les signalements, les qualifier, qu'on se les transmet à bon escient parce qu'à un moment donné, voilà, il y aura un CERT qui sera plus spécialisé sur le secteur donné et qui pourra soutenir parce qu'il aura une vision, par exemple, des impacts métiers fines, très spécifiques, au secteur maritime ou au secteur de la santé, si on prend le CERT santé. Donc en fait, nous, on se charge de manière le plus transparente possible pour la victime de l'aiguiller vers l'interlocuteur le plus approprié. On préfère, bien sûr, c'est pas parfait, mais on préfère encore une fois qu'il y ait au moins un CICERT pour tout le monde. Quand on fait ça et qu'on essaye de mailler aussi bien sur le plan territorial que sectoriel, on a effectivement des recoupements. Mais maintenant, ça repose sur nous, en fait, ces recoupements, et c'est à nous de faire proprement les choses. J'ai un exemple que je peux vous donner. Là, je traite un incident pour une collectivité locale qui héberge 2 EHPAD. Et donc, les 2 EHPAD sont impactés par la cyberattaque et sont du ressort du CERT santé. Et donc, en fait, on a convenu avec le CERT santé que, comme la victime principale, c'est la collectivité locale, donc c'est mon CERT, c'est le CERT Bretagne qui traite, mais j'informe en fait le CERT santé des éléments qui concernent les EHPAD et ça se passe très très bien. Juste une précision qui me paraît importante. Un CERT sectoriel du type CERT santé ou CERT maritime, ils ont vocation surtout à travailler sur les éléments spécifiques de ce domaine d'activité. Or, dans toute structure, il y a je dirais, de l'industriel ou du très spécifique
et il y a du très généraliste. Et en fonction du système impacté, du système qui est le plus impacté, il n'est pas évident que le CRTEM soit le mieux positionné pour traiter un problème qui traite de, je dirais, un problème très sur le système d'information généraliste, d'administration par exemple, parce que lui, son focus, c'est le système industriel des bateaux. Et donc, on peut pas dire systématiquement ce triple-là travaille dans tel domaine d'activité, c'est son CERT qui s'en occupe. Je pense qu'il faut être un petit peu plus fin. J'ai encore une question sur le recrutement. Bonjour à tous. Est-ce qu'il existe une description de poste commune à tous les 6 heures pour les potentielles offres de poste? On a compris qu'il n'y en avait pas beaucoup pour l'instant, mais est-ce qu'il y a au moins des fiches de description de poste? Oui, il y a des fiches de poste qui sont standardisées pour les structures de type CERT, donc de type DC-CERT également. Donc ça, on trouve ça sur Internet. Il y a déjà quelqu'un qui a répondu en donnant le site, donc les gens se répondent. Merci très beaucoup. Bien. J'ai une remarque qui fera plaisir à Irène Weiss. Pour rejoindre le réseau des offreurs Grand S Cybersécurité, tout est sur notre site Internet et on donne le site, donc les gens vont trouver assez facilement. Je regarde s'il y a d'autres questions. Bon, pour les appels à projets numériques, vous verrez aussi sur le chat, il y a des gens qui donnent des conseils pour répondre aux appels à projets. C'est très, très pratique ce chat. Tiers de confiance. Moi, j'ai une question un peu plus générique et qui est un peu décalée, mais et je ne sais pas qui peut répondre, peut-être un peu tout le monde. On sent monter une inquiétude, alors pas uniquement en cybersécurité, c'est aussi le cas pour la circulation, le stationnement et le logement liés aux Jeux olympiques et paralympiques. Moi, j'ai lu plusieurs articles laissant entendre que ce serait une période d'intenses attaques en matière de cyberdélinquance. Alors, pourquoi, comment, et est-ce qu'on a les moyens d'y faire face? Est-ce que vous vous y préparez déjà ou est-ce qu'on va faire face au fur et à mesure que les événements arriveront? Alors oui, on va y faire face. On en parle beaucoup, entre nous. Je commence. Et oui, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'activités. Si on regarde, si on prend ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde au Qatar, ça a été très fourni. Bon, après, c'est beaucoup d'arnaques, on est d'accord. Des ventes de faux billets, des ventes de nuit qui n'existent pas dans des hôtels qui n'existent pas, tout ce genre de choses. Donc, on s'attend à ce genre de choses, à ce genre de fraude. Après, on va mettre, on va accentuer la veille. Nous, à notre niveau, au niveau des DC-CERT, on va renforcer notre veille et on va essayer de se tenir prêt à toutes les éventualités. Oui, chez madame, peut-être, au niveau de l'ANSSI. Oui, alors à l'ANSSI, évidemment, on s'y prépare depuis un long moment maintenant. On s'y prépare à la fois en interne, et donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs assez spécifiques pour faire face de manière plus globale à ce type d'événement. Hein. Quand on est hôte d'un événement, qu'il soit sportif, qu'il soit politique, en France, on a des dispositifs ad hoc qui nous permettent en fait de mettre en place un certain nombre de renforts et de vigilance renforcée avec des astreintes renforcées. Mais on s'y prépare pas seul non plus, évidemment. Hein, on travaille de près, évidemment, avec les autres ministères, en particulier le ministère de l'Intérieur. Et on travaille aussi avec les CISERT régionaux. On a effectué un certain nombre d'exercices déjà, des entraînements en fait, hein, sur cette thématique dans lesquels les CISERT régionaux ont participé. J'ai une question là-bas dans la salle. Peut-être passer le micro, Charles. Il faut appuyer. Rebonjour. Ma question, c'est complémentaire à la question qu'a posée Philippe Martin. Par rapport justement aux ETIPME, quelles sont, enfin s'il y en a une, hein, l'évangélisation prévue et une campagne peut-être d'information au préalable des JO par rapport au risque cyber, hein, bien sûr. Et il y a une question un peu plus générale là-dessus sur le chat. Impossible d'adresser l'ensemble du tissu économique individuellement. Envisagez-vous des formations ou d'ateliers de sensibilisation et de renforcement des capacités pour les opérateurs économiques? Alors, il y a les JO et plus généralement, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues en matière de sensibilisation, voire de formation d'ailleurs? Alors, plus spécifiquement sur les JO, nous, on a publié, je pense que pour certains d'entre vous, vous l'avez vu, il est sur le site du CERTFR, on a publié un état de la menace sur ce type d'événement.
qui sera d'ailleurs prochainement mis à jour, donc qui devrait faire l'objet d'une seconde publication. On a en effet aussi depuis plusieurs mois un effort renforcé de sensibilisation à travers la rencontre directe avec un certain nombre d'acteurs et aussi plutôt des choses un peu plus génériques. Nous adressons à un certain nombre d'acteurs qui vont contribuer à la bonne tenue, à la bonne organisation des JO en direct. Nous échangeons un certain nombre d'informations afin effectivement de travailler sur la prévention, un certain nombre de mesures de sécurité à mettre en place. Mais ça, c'est mis en place déjà depuis plusieurs mois. Au niveau de l'ANSSI, en tout cas, nous, on travaille essentiellement avec 7 écosystèmes de structures qui vont contribuer à la bonne tenue des JO. Et puis ensuite, en région, j'imagine qu'il y a des actions similaires et locales complémentaires des nôtres. En Bretagne, dans PACA, il y a des choses prévues ou est-ce que vous faites de la sensibilisation plus généralement et est-ce que vous allez renforcer l'effort en amont des Jeux? Pas trop, parce qu'en fait, tout simplement, en Bretagne, il n'y a pas du tout d'épreuves. Il y a très peu de... je crois qu'il y a quelques camps de base. Hein, vous savez, les différentes équipes peuvent se positionner sur différents camps de base, etc. Mais c'est très marginal. Hein, donc, pour être tout à fait honnête, nous, vu de notre fenêtre de la Bretagne, on n'a pas prévu un dispositif très poussé au regard des Jeux Olympiques par rapport à cette situation spécifique, quoi. Et en PACA, vous avez toutes les épreuves nautiques? Et oui, on a beaucoup d'épreuves chez nous. Ouais. Donc oui, nous, à notre niveau, on se prépare justement à orienter le discours sur ce thème-là. On est aussi en lien avec la gendarmerie qui sécurise aussi donc toutes les épreuves, toutes les zones, tous les dispositifs. Donc on va essayer de travailler de concert avec eux pour essayer d'être le plus efficace possible. Dans le Grand Est, alors j'ai encore un fan du Grand Est qui dit que Grand Est Cybersécurité propose un service HHO, hors heure ouvrée, pour les samedis, dimanches, avec un réseau d'offres de solutions volontaires. Une information qui fera plaisir encore à Invest. Est-ce qu'il y a des choses de prévues en prévention, en sensibilisation pour les Jeux et même au-delà de ça, pour imprégner un peu plus le tissu local? Alors c'est vrai que pour les Jeux, on a quand même on va accueillir pas mal de délégations en fait sur certains sites sportifs de la région. Alors pour l'instant, on a encore rien de concret, mais voilà, je vais rejoindre l'ANSSI là-dessus, qui réfléchit forcément au rôle des CCIRT régionaux. Concrètement, on sera les relais de terrain de son action et je pense que c'est extrêmement pertinent. Concernant la formation et la sensibilisation, oui, pour le tissu économique, nous c'est pour ça qu'on est en train de faire un partenariat avec notamment la CCI, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers, comme j'en parlais avant, pour sensibiliser directement notamment tout le monde économique. Et puis, plus largement également, on va commencer une expérimentation dès septembre dans les lycées de la région Grand Est pour éduquer cette fois-ci, pas à la sensibilisation cyber, mais vraiment à l'hygiène numérique, puisque nous distribuons un ordinateur à chaque lycéen qui rentre dans un lycée public ou privé de la région, et donc aussi cette éducation d'hygiène numérique qui, nous espérons, pourra derrière faire adopter des bons gestes et également, pourquoi pas, orienter des jeunes dans les métiers de la cyber et plus largement du numérique et notamment des jeunes femmes. Mais c'est sûr qu'au niveau de la formation, il y a encore beaucoup à faire, de la sensibilisation. Nous, c'était toute une partie de notre plan régional qu'on a voté l'année dernière, tout ce côté d'anticipation avant justement que notre centre d'appel d'urgence vienne, qui arrive, pardon, qui est plutôt là en gestion de crise et en post-crise, mais on a cette responsabilité-là, faire de la formation, de la sensibilisation, notamment sur le tissu économique et également au niveau des collectivités, puisque cette année, par exemple, nous allons organiser des réunions départementales pour tous les maires par département pour les éduquer, vulgariser le sujet de la cybersécurité et donner quelques pistes ainsi que les mettre en relation avec les entreprises de leur territoire. Merci. J'ai une remarque, un petit cocorico régional, puisqu'il n'y a personne des Hauts-de-France, à part moi. Le CCIRT Hauts-de-France propose beaucoup de sensibilisation aux collectivités, aux PME, et prépare également un exercice de gestion de crise, avec notamment des partenaires publics dans la perspective des Jeux. Je rappelle qu'à Lille, nous aurons l'ensemble des épreuves de basketball et de handball. Donc, vous êtes les bienvenus à Lille si vous avez envie de quitter Paris au moment des Jeux, ce que je vous conseille vivement. Est-ce qu'il y a encore des questions? On est arrivé à peu près au terme. Est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion générale, peut-être? Oui.
Eh bien, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette table ronde passionnante sur le sujet. Grâce à vous, on a un peu voyagé de l'Est vers l'Ouest et du Nord vers le Sud, même si les Hauts-de-France n'étaient pas représentés. Mais les Hauts-de-France, nous y serons avec le FIC, le Forum in Cyber, au mois de mars. Nous voulons déjà vous annoncer que le 20 février prochain, nous serons sur un sujet Attack Path Management, c'est-à-dire en fait l'analyse des vulnérabilités pour en déduire les chemins d'attaque dans les entreprises. Donc notez bien sur vos agendas le 20 février prochain, ici au campus in cyber et puis au campus cyber. Et je l'ai presque déjà annexé, mais et puis par visio comme vous le faites ce matin, vous êtes nombreux et on vous salue. Et puis bien sûr le grand rendez-vous, c'est le FIC 26, 27, 28 mars à Lille. Vous savez que les inscriptions sont ouvertes depuis 2 jours. Déjà 1000 personnes sont inscrites. Ça vous montre un peu la dynamique et la vitesse avec laquelle le réseau est en train de réagir et nous aurons d'ailleurs les grandes régions qui seront présentes à Lille, notamment, enfin, je pense à la région Bretagne, mais aussi le Grand Est. Et donc, on sera encore très heureux de reparler de ce sujet qui est vraiment un sujet intéressant parce que c'est toute la question de la centralité, de la proximité. C'est à quel niveau je me situe pour être le plus efficace, pour apporter une réponse. Et moi, ce que j'ai aimé dans vos discours, c'est que le mot victime a été prononcé. Or, quand on parle d'une stratégie de cybersécurité, quand on parle d'une stratégie de sécurité, il faut commencer par partir de la victime. Et si on pensait d'abord la victime, vous verriez qu'on aurait des stratégies de sécurité ou de cybersécurité peut-être plus efficaces. C'est la victime qui nous concerne d'abord et on construit tout à partir de la victime. La victime qu'on veut éviter vers la prévention et la victime qu'on veut accompagner par l'intervention. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci encore une fois à vous qui, de près ou de loin, êtes intervenu pour ce petit déjeuner. Et donc, rendez-vous le 20 février, rendez-vous au FIC à Lille, où on sera heureux de vous accueillir in vivo. À bientôt.